Aujourd'hui, on a la chance d'avoir donc Romain Barnier pour ceux qui étaient là sur la première étape et surtout ceux qui n'y étaient pas. Romain Barnier est le directeur sportif du Cercle des Nageurs qui a switché il y a 3-4 ans maintenant Oui. De la natation et donc d'un sport plutôt individuel au water-polo. Et on reviendra un peu aujourd'hui sur cette logique de management. Et Jonathan Zwickel qui a un parcours, et on en reparlera tout de suite. Et donc Jonathan qui est le directeur général des Spartiates, mais qui a effectivement une histoire particulière avec le hockey, puisqu'il a d'abord été joueur, puis est rentré dans le milieu de l'entreprise. Puis après est revenu sur la partie sportive, avec aussi une histoire de famille, puisque on en parlera également un tout petit peu, mais le père, non ton grand-père ou ton père? Ton père, hein? Tout le monde. Tout le monde, Tout le monde. à un moment donné, est lié à la fédération, puis à la création d'une fédération des sports de glisse et du hockey. Donc, pour cette deuxième édition, on va commencer par l'adage finalement des JO, c'est Situs, Altus et Fortus, qui veut dire plus haut, plus vite et plus fort. Et pourquoi on a envie de commencer par cela? Parce que finalement, c'est aussi, par l'intermédiaire du sport, des valeurs qui nous rassemblent et des valeurs qui sont une trajectoire que le cabinet veut avoir avec vous et avec ses clients. Parce que quand on dit qu'on veut aller plus vite, c'est ce que je vois aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on reprend l'histoire, Caroline était 2015, Margot 2017, Aude 2021. Et puis on a écrit l'histoire avec Caroline en 2015, on était 20. Aujourd'hui, on est plus de 90 et si on prend nos nouveaux rapprochements avec nos confrères, on a dépassé la centaine et on est 120. Donc ça veut dire qu'on est allé plus haut, plus vite, plus fort parce qu'on a envie de vous accompagner dans tous les trajectoires et dans tous les chemins de vie de l'association, de la SASP, du cercle, et de pouvoir également aller plus fort aussi sur votre intégration, dans votre formation, dans le développement personnel, dans votre capacité à pouvoir grandir au sein du cabinet. Alors, Olympique, c'est aussi 5 épreuves, hein, je vous le rappelle. On est sur la deuxième étape. On a défini une trajectoire sur ces 5 épreuves. La première était de parler de performance. La deuxième, et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, on va parler de management, d'où aussi le bridge que Romain a pu faire entre le sport individuel et le water-polo. Et puis avec Jonathan, où on parle notre sport collectif également, on parlera de cette notion de management, mais on fera écho évidemment avec la notion de performance sur comment est-ce qu'on va pouvoir aujourd'hui trouver une performance dans un management et dans un management collectif. La troisième étape, nous parlerons de la notion de transformer. La quatrième étape sera celle sur le challenge et challenger. Et puis finalement, la cinquième, celle qui nous permettra aussi d'ouvrir un nouveau champ des possibles, sera celle sur rêver. Alors, manager, c'est Hervé Seriex qui disait en 2002, c'est dans la pratique des sports qu'on a les meilleures chances d'apprendre les règles du jeu du management. Et dans la salle, on a quelques-uns qui sont sportifs. Certains, lundi, ont fait du foot et ont fait une belle performance sportive lundi, ce qui n'était pas le cas la semaine d'avant. Hein, mais qu'est-ce qu'on apprend finalement dans le sport, hein? C'est les valeurs d'esprit d'équipe, c'est les valeurs de dépassement de soi, c'est la valeur de solidarité, c'est la valeur de respect. Et toutes ces valeurs, finalement, on les retrouve dans l'entreprise, on les retrouve dans le sport. Et on va essayer de faire une explication de texte un peu tout au long de cet après-midi et avec l'échange qu'on peut avoir avec Jonathan et Romain, parce qu'on a aujourd'hui, et il faut le mesurer, une énorme chance d'avoir ces deux très grands sportifs et puis ces deux grands, désormais, managers de leurs disciplines respectives. Alors, je finis mon introduction et puis je laisserai surtout Jonathan et Romain parler. Mais pourquoi on a voulu aborder le thème du management? C'est assez simple. Hein, imaginez, on est tous aujourd'hui une équipe de foot ou une équipe de sport. Oublions le foot, pardon. Si aujourd'hui, une entreprise, une équipe n'a pas la capacité de maintenir son équipe à un haut niveau de performance, n'a pas la capacité de fédérer autour de piliers, d'un capitaine, d'une équipe, d'un défenseur, d'un directeur de ligne, peu importe après dans les disciplines comment cela fonctionne, n'a pas la capacité de les faire grandir, ces équipes-là, un jour ou l'autre, dépasseront le stade d'une performance
pour aller dans une sous-performance, voire peut-être d'aller demain dans une notion même de défaite ou d'éclatement de cette équipe-là. Et c'est tout cela qu'on a envie d'étudier aujourd'hui avec vous, vous deux messieurs. C'est comment est-ce que dans quelque chose qui finalement pourrait nous éloigner le sport, comment est-ce que le traitement de l'humain et le traitement de ce management-là se retrouvent dans la notion de management et dans la notion d'entreprise. Alors, Jonathan, tu as été un grand sportif, tu as voyagé en Suède, en Allemagne. Eric nous parlait tout à l'heure de la Ligue Magnus, hein, qui est pour les néophytes la Ligue 1 du hockey. Hein. Il n'y a pas plus haut niveau en termes de performance sportive au niveau du hockey, en tout cas nationalement. Donc tu as gagné 7 fois la Coupe Magnus, une fois la Coupe de la Ligue, une fois la Coupe de France. Tu es parti en Suède, tu es parti en Allemagne. Est-ce que tu peux nous reparler ton parcours et cette histoire de vie qui t'a amené, à aller dans le hockey, être passionné de hockey et aujourd'hui d'en faire ta profession? Je dirais que la première responsable de mon parcours dans le hockey, c'est ma mère, puisqu'elle a d'abord épousé un hockeyeur dont je suis issu. Et puis elle s'est séparée très rapidement de mon père, mais elle a réépousé un hockeyeur, avec qui, avec qui elle est toujours aujourd'hui, 45 ans plus tard, qui est Luc Tardif, le président maintenant de la Fédération internationale, effectivement, et qui était celui qui a créé en 2006 la Fédération française de hockey sur glace, puisque le hockey sur glace était avant partie de la Fédération française des sports de glace, regroupant curling, patin artistique, etc., tout ce qui était sport de glace. Donc voilà un petit peu le côté familial. J'aime pas dire ça, mais c'est mon demi-frère du coup qui s'appelle Luc Tardif Junior, est aujourd'hui coach des Spartiates. Mes 2 enfants, garçons, ma fille est heureusement préservée de ça. Et on a réussi à la sauver du malheur du hockey. Mais mes 2 garçons jouent au hockey, donc c'est quelque chose de très familial. Après, moi, personnellement, effectivement, très brièvement, donc j'ai joué 15 ans en équipe de France. J'ai fait 10 championnats du monde et 2 Jeux olympiques avec la France. Effectivement, j'ai gagné la Ligue Magnus. Mais bon, ça on peut être content d'avoir fait ça, c'est bien. Mais ce dont je suis assez fier, c'est d'avoir toujours voulu, même à l'époque, parce qu'à l'époque c'était encore plus difficile qu'aujourd'hui, même si la France est perfectible encore sur le double projet, ce qu'on appelle le double projet pour des sportifs. On est encore très loin de la référence qui est les États-Unis, où faire du sport est un avantage par rapport aux autres. Hélas, dans beaucoup de parties du monde encore, faire du sport et des études est un problème. Donc moi, j'ai eu mon bac en 93, donc je suis né en 75. En 93, quand il faut faire des études universitaires et du sport de haut niveau, c'est vraiment un problème. J'ai voulu faire fac d'éco. On m'a dit, bah, avec tes problèmes, va à côté, là, c'est la fac de sport. Donc j'ai dit, bon, bah, je vais faire fac de sport. J'avais pas envie de faire STAPS, qu'on connaît. Mais après 4 ans, j'ai pu de STAPS. Je voulais pas faire prof de sport. J'ai fait une filière management du sport pour me rediriger vers ce qui m'intéressait à la base, c'est l'économie. Donc, j'ai pu avoir un master 2 donc en management du sport. Je suis parti un peu effectivement à l'étranger, en Allemagne et en Suède. Et après, j'avais envie de faire une école de commerce. Et grâce à ce bac plus 5, j'ai pu intégrer l'ESC Amiens parce que je suis parti jouer à Amiens. Et grâce à mon statut de sportif de haut niveau, l'école était payée. Et avec mon bac plus 5, j'ai pu intégrer un deuxième master 2, donc, mais cette fois-ci d'école supérieure de commerce, qui m'a permis d'avoir un deuxième diplôme d'école supérieure de commerce. Donc en fait, tout au long de ma carrière, finalement, j'ai fait des études. Et quand j'ai arrêté le hockey, effectivement, bon, c'est jamais facile, c'est la petite mort. Mais on est toujours mieux armé quand on a été à l'école que quand on ne l'a pas été. Donc ça m'a permis d'avoir après de créer des entreprises, de travailler dans un domaine complètement différent du sport, on en parlera, pour pouvoir jauger à quel point le sport m'a aidé à m'adapter et pour finalement être appelé à mes vieux amours, puisque la fédération a organisé les championnats du monde pour la première fois depuis 50 ans à Paris-Bercy, à l'Accor Hotel Arena en 2017. Et ils m'ont sollicité par rapport à mon double parcours, marketing et sport, de prendre la direction du marketing de cet événement, qui était un gros challenge pour la fédération. Et donc j'ai pu faire ça pendant 4 ans. Et après, je me suis retrouvé à Marseille pour plein de raisons aussi là. Mais voilà, donc c'est un parcours de vie qui est vraiment très... Le sport et l'autre monde, le vrai monde, a toujours été très imbriqué et ça a toujours été un équilibre pour moi. Alors, merci Jonathan. Romain, c'est quelque chose qui vous rassemble aussi, hein, puisque dans ta carrière de sportif, tu étais déjà dans une logique académique.
Est-ce que pour celles et ceux qui n'étaient pas là, on peut refaire un petit peu le parcours de Romain, sans pour autant parler des médailles parce que je sais que tu aimes pas ça. Mais 2 olympiades, plusieurs fois, champion de France ou autre, mais pour qu'on puisse remettre ce cadre-là pour tout le monde? Ouais, pour compléter, comme Jonathan, j'ai eu beaucoup de chance aussi du côté de ma maman qui, elle a vraiment m'a obligé à faire des études alors que le sport peut être à un moment quand même très chronophage. Je ne connais pas le quotidien intime d'un joueur de hockey en natation, vous l'avez vu la dernière fois, mais c'est 2 entraînements par jour. Donc on tombe très facilement dans le travers une fois qu'on a passé le bac, de vouloir soit allonger ses études, soit certains se disent bah, pendant 1 an ou 2, je vais juste nager. C'est l'année olympique, donc je fais une année sabbatique. Et puis après, quand on décroche, on a du mal à revenir. J'ai pas eu ce choix-là parce que familialement, on me l'a pas laissé. Donc j'ai découvert en 1980, j'ai passé mon bac également en 93 et j'ai découvert une école qui s'appelle toujours, qui a été prise dans un plus grand groupe, mais le high-tech à Sophia Antipolis qui était américaine. J'ai toujours eu ce rêve des US à un moment donné, de nager aux USA, de faire mes études aux USA. Et j'ai pu faire 1 an à Sophia Antipolis, qui était une technopole. Je nageais à Antibes et j'ai été recruté sur un coup de chance incroyable en rencontrant le président d'une université américaine en vacances dans les pays scandinaves après des Jeux Olympiques où j'avais pas réussi à me qualifier en 1996. Il a donné un ordre à l'entraîneur qui est un très grand entraîneur de natation de recruter ce petit Français qui était très sympa. J'ai eu une bourse et j'ai pu intégrer cette université américaine en 1996, en décembre. Et j'ai découvert un autre monde où, en fait, je portais beaucoup de choses sur le fait que je ne crois pas trop au sport individuel. Je crois qu'on en a parlé la dernière fois. Je crois que dès qu'on monte en ambition ou dès qu'on parle de très haute performance, il faut être plusieurs. Un qui souffre et un qui réfléchit à comment le faire souffrir intelligemment. Et donc, j'ai découvert l'université et donc une approche beaucoup plus collective de la natation. Qui me correspondait bien, je pense, parce que je préférais déjà les relais à l'individuel, en tout cas la sensation de nager pour les autres plutôt que de nager pour soi. Et voilà, donc 10 ans aux États-Unis, un master en finance et un choix à un moment donné de... Je ne savais pas qu'il y avait cette formidable entreprise Crofi Correct. J'aurais peut-être hésité, mais à ce moment-là, une certitude pour moi, c'était entre vivre dans le monde, dans le vrai monde, le vôtre, même si nous, du côté du staff, on vit quand même un peu dans le vrai monde, on a autant d'emmerdes que vous, à peu près, ou peut-être un peu moins que Mathieu, mais en tout cas autant que vous, mais de vivre dans ce monde privilégié du sport, de l'insouciance, de la quête très poussée de la performance, sans toutes les interférences qu'on peut retrouver souvent dans le monde des adultes. Et donc travailler avec des gens ultra passionnés qui vous donnent leur corps à expérimenter. Vas-y, joue avec tout ce que j'ai en moi pour m'amener au plus haut niveau hormonal, physiologique, etc. On pousse les athlètes vraiment à leurs limites et mentalement aussi, leur demander toujours plus, de maîtriser toujours plus de pression et de vivre grâce à eux ou avec eux ou en tant qu'athlète ces émotions-là pendant quelques secondes seulement. Mais avoir la certitude que soit je vais être extrêmement heureux, soit extrêmement malheureux pendant quelques secondes. Mais par contre, que j'avais cette peur dans votre monde de ne pas vivre à certains moments cette émotion forte du sport. Et je pense que c'est ça que vous venez chercher chez nous aujourd'hui. C'est ça que tu vas chercher en permanence dans cet esprit du sport. C'est de pouvoir faire vivre à tes collaborateurs cet esprit d'équipe qui fait que quand on réussit ensemble, je crois que c'est ce qui est valable. En sport, c'est génial parce que et au hockeyeur, il y a 5500 personnes qui te regardent et que si tu gagnes le match, tu as ce moment-là pour l'ego, c'est bien. Mais la vraie réalisation, on en parlait avec Jonathan, la vraie réalisation du projet, c'est qu'à un moment donné, quand tu as décidé d'entreprendre quelque chose ensemble et d'avoir réussi à aller au bout de ton objectif. Et donc, voilà, on relie les deux. Je me suis écarté de moi, j'ai fait exprès. J'aime pas trop parler de moi. Donc, voilà, les études, c'est très important et ça permet surtout après de voir le sport différemment aussi. Chaque fois que j'allais en classe, j'étais pas toujours avec des sportifs et c'est vrai que ça, c'est pas mal parce qu'il y a quand même l'autre côté dont je pense que Jonathan est comme moi. Il n'y a pas que des côtés roses dans le sport et c'est quand même très égocentré. C'est quand même fait autour de performances qui sont très... On va peut-être parfois trop loin dans la relation avec l'individu, trop loin dans le dépassement de soi, etc. Et que c'est pas toujours très sain. Le sport de très haut niveau, c'est quand même des choses qui sont à la limite dangereuses pour la santé. Je parle même pas de dopage ou tous ces aspects-là. Je parle juste que quand on fait nager un nageur à l'âge de 6 ans, une fois par jour, à l'âge de 12 ans, 2 fois par jour, et qui va jusqu'à 25 ans, le nombre de rotations d'épaule, quand on fait un IRM, c'est qu'on vous dit que l'âge de l'épaule, c'est 70 ans, alors qu'il a 25 ans.
parce qu'il a usé son épaule à un niveau absolument incroyable par trop de rotation, quoi. Et en hockey, j'imagine même pas les coups, les impacts, les chocs, les arrêts, tout ça. Donc, c'est juste pour être un peu sympa avec Vous Mathieu inquiétez quand il pas, vous demande vous trop inquiétez- d'heures dans vos semaines, etc. C'est ce- On a entamé le... C'est ce que j'allais dire. Merci, merci Romain, parce que il y a déjà 2 points clés qui sortent, hein. La première, c'est écouter vos parents. Voilà. Merci, merci aux parents. Et la deuxième, c'est que oui, on n'a pas envie de vous emmerder, mais de temps en temps, il faut le faire. Alors, justement, par rapport à cette notion de management, Je vais faire en sorte au maximum de perturber l'ordre du jour qui est très cadré. Bah, Soit dans regarde. un moment plus spontané. Allez, hop. Non, mais Voilà. voilà. Alors, Parce que je pense que c'est... c'est encore mieux. Voilà, comme ça, il connaît mes intentions. Maintenant, il sera... Donc c'est encore mieux, on va le faire comme ça. Donc du coup, comme on était en train de parler de management, ou en tout cas, c'était le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Jonathan, tu es donc directeur général des Spartiates. Tu as d'abord été manager, puis tu es devenu manager. Comment s'est organisé cela? Donc tu nous as expliqué que tu avais fait un parcours académique, mais est-ce que c'était déjà inné en toi? Est-ce que tu étais un leader dans un vestiaire? Comment est-ce que tu as amené cette notion-là? Et après, est-ce que le sport, quand tu es passé dans le monde réel, puisqu'on l'a appelé comme ça, ou en tout cas le vrai monde, pastille bleue, pastille rouge pour ceux qui regardent Matrix, ça t'a servi comment? Comment est-ce que tu t'es servi de cette expérience de sportif dans l'entreprise, dans le projet à Paris pour cette grande compétition? Et avant, puisque tu nous as expliqué aussi que tu avais été acheteur, donc tu as eu une vraie expérience de l'autre côté et tu t'es servi de ces ressorts-là. À quel niveau et comment, s'il te plaît? Alors, il y a pas mal de questions dans la question. Alors, ce qui est sûr à certains, c'est que ce dont tu n'as pas spécialement conscience, le sportif de haut niveau qui vit le sport de haut niveau comme une expérience, c'est tout ce qu'il acquiert à son insu. Et quand j'ai fini... Alors pourtant, j'avais 2 Bac+2 quand j'ai fini ma carrière, donc on pourrait se dire... on me disait, c'est bien et tout, mais moi j'avais un complexe parce que je me disais, ouais, mais j'ai 35 ans et quand je vais postuler pour un job, les mecs de 35 ans, ils ont 10 ans d'expérience en fait, sortis de l'école de commerce à 25 ans, ça fait déjà 10 ans qu'ils bossent, ils ont une expérience. Et moi, j'ai pas d'expérience. Et en fait, ça, j'ai vite compris, et c'est souvent des messages que je passe du coup à ceux qui passent après moi, d'avoir confiance dans ce qu'ils ont acquis à travers le sport de haut niveau. Là, ce serait trop long et trop complexe, on n'a pas le temps d'expliquer tout, mais un exemple serait la capacité d'adaptation, la finesse de l'intelligence sociale. Un vestiaire de hockey ou de water-polo, je suppose que c'est pareil, c'est pas, tous les sports sont pareils, c'est un écosystème, c'est codifié, il faut comprendre quand tu es jeune, tu arrives dans un vestiaire, il y a des choses que tu dis pas. Il y a la place dans le bus, il y a la place dans le vestiaire, le respect des anciens, le respect de l'entraîneur. Il faut que tout ça, en fait, tu t'en rends pas compte, il n'y a pas de leçon. Tu apprends en allant, mais tout ça te permet d'avoir une capacité d'adaptation qui te permet, quand tu arrives dans un nouvel élément. Moi, je suis passé d'un vestiaire de hockey à un bureau d'acheteur avec 50 personnes autour de moi. Très rapidement, j'ai dû comprendre à qui je dois serrer la main, faire la bise. C'est con, hein, mais l'intelligence sociale, au début, pas parler, low profile. Tout le monde me connaissait parce que c'était à Rouen. À Rouen, le hockey est très populaire, donc tout le monde savait qui j'étais en tant que joueur, mais j'étais personne dans l'entreprise. Et ça a été très apprécié que j'arrive avec une humilité que tu apprends aussi dans le sport, et pas comme joueur de hockey, mais quelqu'un qui doit apprendre. L'attitude que tu as te permet d'avoir l'adhésion des gens qui étaient autour de toi. Donc tout ça sont des choses que tu as en toi grâce au sport, que parfois c'est difficile d'intellectualiser parce que tu l'as appris à ton insu, mais qui vont te servir dans ta vie de manière générale, parce que c'est quand tu as des coups durs, etc. Après, il y a la gestion du stress, la résilience, toutes les choses que tu apprends dans le sport aussi. C'est pour ça que je dis que c'est trop long pour énumérer tout ce que tu apprends. Mais en tout cas, c'est pour dire que tu apprends des choses sans qu'on te les apprenne. Tu les apprends tout seul dans un contexte qui t'oblige à les apprendre. Et ça, c'est la première chose qui m'a servi. Après, passer de manager à manager, je pense qu'il y a une clé qui est importante, et elle peut être valable pour des parents, parce qu'avant d'être parent, on a été enfant, on a eu des parents. Et avant d'être manager ou entraîneur, on a été entraîné souvent ou managé. Et je pense que des fois, il faut prendre ce recul et dire, mais... parce que quand tu deviens manager, tu te rappelles plus l'impact
que tu as dans tes actes avec les joueurs. Toi, tu agis, tu as plein de joueurs à gérer, tu n'ai pas le temps, je prends des décisions, etc. Mais parfois, tu t'éloignes de la position du récepteur. Et pourtant, tu as été récepteur. Et tu sais que, je dis n'importe quoi, si le coach il rentre, il ne te dit pas bonjour, des fois tu dis putain merde, hier j'ai fait un match de merde, tu vas commencer. Il y a des joueurs qui vont commencer. Donc si je dois donner un exemple du switch entre manager et manager, je pense qu'il ne faut jamais oublier, et là on arrive sur le management individuel, la sensibilité des joueurs qui est différente, et le fonctionnement des joueurs qui est très différent d'une personne à l'autre, et tous ces paramètres-là. Et donc, effectivement, d'être sensible à tout ça. Donc, manager, c'est parfois être dur, mais c'est aussi avoir la sensibilité suffisante pour pouvoir comprendre l'impact que tes décisions ou ta manière d'interagir avec tes joueurs va avoir sur les individus, donc sur ton équipe. Donc, si je comprends bien, Je peux rebondir justement. Parce que ça m'inspire quelque chose, en fait, c'est plutôt avec la casquette du coach que du manager. Aujourd'hui, avec un peu de recul, c'est-à-dire 5 ans de recul, les athlètes qui étaient le plus entraînables, dans le sens entraînable, pas soumis à la décision d'entraîneur, mais entraînables, c'est-à-dire qu'ils ont développé tout un ensemble de qualités qui font que dans un espace collectif, par une acquisition d'expérience forte, une détermination forte, ils arrivent à créer le bon niveau de relation avec l'entraîneur, le niveau juste de partage d'expertise avec les coéquipiers sans que ce soit les égos qui viennent se cogner les uns contre les autres. Et en fait, être entraînable, ça veut dire faciliter pour la personne au-dessus la motivation pour que le manager aide le manager à progresser. C'est un art extrêmement subtil qui, à mon avis, puisqu'on parle de management, ça veut dire on renverse, et c'est pas... Le boulot de l'entraîneur, c'est d'expliquer à un athlète que très rapidement, il va falloir qu'il se mette dans un mode responsable de sa propre performance, de la relation qu'il entretient avec son entraîneur, pour que l'entraîneur ait le moins de parasites possible et crée pour lui le meilleur modèle d'entraînement pour le faire réussir. Je ne sais pas si j'arrive à détailler ce que je veux, mais en gros, c'est pas vous dire le manager doit faire ça. Il y a tout un côté de la mission et de l'importance de l'entraîneur ou du manager, et de l'autre côté, il y a toute la mission importante, puisque vous êtes en face de moi aujourd'hui, mais qui, je pense, vous incombe, comme elle incombe à un athlète, qui est de dire, OK, en quoi est-ce que moi, je suis manageable? Et où est-ce que je dois progresser pour que la personne qui est au-dessus ou la personne qui est à côté puisse être dans les meilleures dispositions pour que l'énergie qu'il utilise, ça soit l'énergie de progression, l'énergie qui va faire en sorte que à la fois notre relation progresse et moi, en tant que personne, je vais progresser. Parce que souvent, je crois que l'un des problèmes qu'on rencontre en entreprise, c'est qu'on considère que la personne au-dessus a beaucoup de choses à faire pour vous mettre dans les bonnes dispositions. Et on oublie que de l'autre côté, ça demande beaucoup et que chacun a ses propres problèmes et chacun a son périmètre de difficulté, de complexité. Et donc, plus un athlète a réussi vis-à-vis de moi à gommer ces espaces de complexité pour les faciliter, plus on est rentré plus souvent dans les discussions de la performance, dans les discussions de la progression et dans cette espèce de matière où on est sublimé par l'autre et par son envie de le faire progresser. Et donc, on inverse complètement les choses. Et de là naît après tout un ensemble vertueux de management possible où on va pouvoir aller imaginer beaucoup plus et sans ce préalable de la personne qui décide d'être entraînable. Alors pour moi, ça veut dire que, par exemple, pour vous donner des exemples concrets, on prend un athlète et on part dans un programme difficile pendant 4 ou 5 semaines, et si au bout du 3e jour, quand j'écris une séance au tableau, il dit « Oh, ça va être dur », ça, c'est pas entraînable. À la fois pour lui et à la fois pour les gens autour. Peut-être, et encore plus quand c'est son mode à lui de motivation, parce que j'ai un athlète qui le faisait souvent, et quand je lui parle, il me dit « Mais tu sais très bien que je vais être celui qui va le faire le mieux après. Je sais que toi, oui, mais l'impact collectif que ça va avoir de cette phrase-là. » Et si une fois, tu voulais pas juste surprendre les gens en disant « Je vais la fracasser, cette série, je vais la réussir », pour qu'une fois, ils aient ton énergie. Il me dit « Mais si je dis ça, je vais pas la réussir. » Je dis « Mais comment on fait pour te mailler ?» Chaque personne a son mode propre de faire, mais il y a un ensemble collectif auquel il faut penser. Et donc, je pensais beaucoup à ça, parce que je pense que ça fait un lien avec ce que Jonathan disait. Tu rentres quelque part, et par le sport et grâce au sport, tu sens que tu as appris plein de choses alors que tu ne le savais pas, donc malgré toi. Mais pas forcément malgré toi, grâce, parfois, souvent, j'espère, à la présence de leaders justes, pas des leaders qui sont dans les anciens systèmes en disant « Tu es jeune, tu fermes ta gueule », ce qu'on a entendu dans les vestiaires, mais
tu fermes ta gueule et puis un jour, tu as le droit de parler parce que tu as, tu as détesté le moment où tu n'avais pas le droit de parler. Et le jour où tu as cette autorisation de parler, tu as un vrai sentiment de fierté et d'appartenance et d'avoir grandi. Et voilà, on n'a pas passé le cap par facilité, mais tout ce qui est difficile en sport fait que ça a de la saveur à un moment aussi. Et je pense que c'est... Et en entreprise, on est un peu en train, alors j'en profite, on s'en fout, on est dans des espaces de confidentialité. Moi, j'aime bien appeler ça faire vestiaire, mais on est aussi obligé de se dire la vérité, c'est que c'est pas l'entreprise qui a tous les torts, c'est pas les salariés qui ont tous les torts, mais qu'à un moment donné, dans le monde où on vit aujourd'hui, où il faut tout délivrer à tout le monde en disant le bien-être, le bien-être et le bien-être, il faut pas en oublier. Et c'est ce que je me bats avec les athlètes aujourd'hui, contre et avec, en expliquant tout ça, c'est de la zone de confort qui fait qu'on ne fera pas de médaille. Si vous êtes là à vous dire qu'est-ce qu'on m'apporte et si on ne m'apporte pas ça, je ne délivrerai pas la performance. Mais si on ne vous l'apporte pas, ça va vous énerver. Et si vous arrivez dans un contexte un peu hostile à vous dépasser, ça va forcément faire réfléchir la personne en face et le transformer. Et souvent, dans des relations de tension négatives, positives, mais qui ont fait que basculer, sont nées les grandes équipes. C'est rare, une grande équipe naît rarement d'un modèle stable où on prévoit tout, etc. C'est les moments d'incertitude, les moments de tension négative, les moments extrêmement complexes. Et c'est souvent, quand les athlètes, leur combat préféré, c'est ils veulent de la perf en souffrant le moins possible. Et notre job, c'est de les faire, comme je vous disais au départ, pas souffrir le plus possible, mais faire le plus difficile possible à un moment donné pour qu'ils aient accumulé assez de confiance face aux étapes réussies, qu'une fois qu'ils se retrouvent dans la chambre d'appel ou au moment où... Il y a un moment magique, je fais une aparté complète, qui me fera toujours envie depuis 3-4 ans le sport co, que je n'ai pas connu en natation. C'est quand les athlètes, juste avant le match, se rassemblent entre eux et viennent se serrer la main juste avant de se protéger les uns les autres, parce qu'il y a des coups qui sont échangés dans les deux sports. Ce moment-là, j'ai envie d'avoir pas jamais été nageur, mais toujours poloiste, pour juste avoir mon peignoir et attraper ces mecs-là et dire on part au combat ensemble, quoi. Et ça, c'est le passage de réussite. Et quand il y a ça et cette énergie-là, c'est un peu ça. Si on arrive en 1 heure à sortir cette matière ensemble, pour ça que je voulais pas que ça soit ouvert et que ça soit trop cadré. Mais sortir de cette matière-là pour que Et Mathieu, il a de la matière de sport dans sa complexité de dirigeant. À chaque fois que je parle avec lui, j'essaie de voler un peu quelque chose pour le ramener dans mon mode de management parce que nous, on n'a pas votre ouverture. On n'a pas 90, on n'a que 2 fois 15. On n'a pas on a plein d'avantages, mais on n'a pas non plus certaines ressources que vous avez. Donc, voilà, c'est dans cet échange-là, je te laisse. Et tu disais, comme ça fait le lien avec Jonathan, faire vestiaire. Donc finalement, faire vestiaire, c'est aussi se mettre dans une bulle et de se préparer. Comment est-ce que côté hockey, ou en tout cas côté sport collectif, on prépare cette bulle-là, on prépare le cadre, on annonce finalement ce qui est acceptable du non acceptable pour que derrière on puisse manager comme il le faut ces équipes? Tu parles du cadre de fonctionnement. Exactement. Ouais. Non, je pense que la réussite, elle est importante. Et là, je pense qu'il y a vraiment un parallèle flagrant avec l'entreprise. C'est à partir du moment où tu es plus de 1, tu dois fonctionner avec des autres. Logique. Donc forcément, tu ne peux pas fonctionner toi comme tu as envie et pas faire attention à là où les personnes qui doivent fonctionner dans le même projet que toi. Donc forcément, à partir du moment où tu as un collectif, une équipe, un groupe, tu dois forcément mettre un cadre de fonctionnement qui permette... c'est la République, en fait. La République, on a des droits, on peut faire ce qu'on veut, mais à un moment donné, si tu grilles un feu rouge, tu vas et à Marseille, non, tu as le droit. Mais si tu... Voilà, c'est la même chose. Donc, c'est à partir du moment où tu es dans un collectif, tu dois avoir un cadre de fixer. C'est effectivement le manager, les entraîneurs, le club, dans sa globalité, qui fixe ce cadre. C'est très important de le fixer très clairement. Ça veut dire d'être sous un format de contrat avec ton équipe et dès les premiers rapports qu'on a avec la nouvelle équipe, nous, au mois d'août, on fixe tout de suite les règles. Elles sont sur la glace, mais elles sont en dehors de la glace. L'écosystème dans lequel tout le monde doit évoluer, doit être bien fixé. Et ce qui est important derrière ça, c'est que tu donnes de la liberté après aux individus dans ce cadre. Parce que le sport, comme une entreprise, c'est doit être un lieu d'expression. On doit s'amuser. S'amuser, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais on doit s'épanouir dans ce qu'on fait, surtout dans le sport. Les joueurs, s'ils font du sport, c'est qu'ils sont passionnés par ça depuis qu'ils sont tout petits. Il faut qu'ils conservent cette notion d'amusement. Si tu n'as pas d'amusement, tu n'as pas de créativité. Si tu n'as pas de créativité, tu n'as pas de performance. Donc, il faut ce jonglage-là à faire, c'est qu'ils doivent comprendre. Et là, il faut être très dur avec le cadre.
Parce que s'il y a un joueur qui sort du cadre, là, il faut être dur. Dur dans le sens, il faut montrer au collectif que tu fais pas de concessions là-dessus, et quel que soit le statut du joueur qui le fait. Parce que forcément, dans une équipe, comme dans une entreprise, il y a des statuts qui sont liés à l'ancienneté, le grade, entre guillemets, le poste dans lequel on est dans une entreprise, si on est directeur commercial ou si on est commercial, si on est jeune, si on est un ancien dans l'autre. Donc il y a forcément des statuts dans toutes les sociétés. Donc dans une équipe de hockey ou de water-polo, il y a des anciens, il y a les mecs qui sont en équipe de France, il y a les jeunes, il y a le... Bon, mais quel que soit celui qui sort du cadre, il faut le reprendre. Sinon, tu perds ta crédibilité en tant que manager et on va penser que tu es faible, que tu n'as pas le courage de dire la même chose à quelqu'un dont le statut est là ou là. Et tu auras mérité de ne plus être respecté. Mais c'est pas pour ça qu'il faut être violent, je veux dire, c'est pas pour ça qu'il faut être... Il y a une manière d'intervenir. Voilà. Non, mais... Waterpolo, c'est pas mal aussi. Mais en tout cas, il faut que tu t'en occupes et que tu remettes la personne dans le cadre. Et après, à l'intérieur de ce cadre, je pense que c'est encore une fois très important de laisser une créativité qui est la source. Et dans une entreprise, je pense que c'est pareil. Il faut qu'un collaborateur, parce que moi je l'ai vécu dans mon entreprise, si un collaborateur a l'impression de servir à quelque chose et de ne pas être un maillon. C'est pas un travail à la chaîne, c'est pas à l'usine. Je comprends que tu te dises, bon, je mets un truc là, puis après, 3 chaînes plus tard, ça va devenir une voiture. Je comprends qu'il y a un côté. Mais non, je pense que dans une entreprise, pour que les gens s'épanouissent, il faut qu'ils donnent du sens à ce qu'ils font. Pour donner du sens, il faut que tu aies l'impression de pouvoir prendre des initiatives, de pouvoir décider des choses dans ton domaine, de pouvoir... je pense que c'est ça qui épanouit les gens et qui permet d'aller au travail avec le sourire. On est en conscience de servir à quelque chose. Dans une équipe de hockey, c'est pareil. Je pense que quand on crée notre équipe, c'est un grand puzzle. On sait ce qu'on a besoin, techniquement, tactiquement et socialement. Et on fait notre puzzle comme ça. Et donc, quand tu fais un puzzle, tu sais que certains vont avoir ça comme atout. On est dans cette situation aujourd'hui, là, on a un trou, là, on vient de prendre une bonne volée, on joue pas bien. Et là, on a fait du micromanagement, on a repris quelques leaders qui jouent pas bien en ce moment et on les a focalisés sur leurs atouts. Si on t'a pris, c'est parce que tu fais bien ça. Concentre-toi sur ce que tu fais bien. Parce que si on t'a pris, on n'est pas des cons, on t'a pris parce que tu fais bien ça. Refais ce que tu fais bien. Ne te concentre pas sur là où tu es plus en difficulté, parce que ça, on le sait, mais il y a d'autres personnes dans l'équipe qui vont faire ça. Donc toi, concentre-toi sur tes qualités. Donc voilà, concevoir une équipe et un cadre, pour revenir à ta question, c'est effectivement déjà bien fixer le cadre, bien choisir ton puzzle pour qu'à l'intérieur de ce cadre, tout le monde puisse s'épanouir et en ayant l'impression d'apporter quelque chose à l'équipe. Et c'est comme ça que tu arrives à avoir des gens... Une équipe qui fonctionne, c'est une équipe qui est épanouie. Épanouie, ça ne veut pas dire, je reviens à ce que disait Romain, c'est vrai, aucune équipe avec laquelle j'ai gagné un titre, ça s'est bien passé toute la saison. Quand on a gagné, c'est parce qu'on a eu des moments qu'on a dû gérer ensemble, qui ont été difficiles avant d'arriver sur les moments importants. Et du coup, quand on est arrivé sur les moments importants, on savait comment faire et on n'a pas paniqué. Les fois où tout s'est bien passé, quand on a eu le mauvais moment, au mauvais moment, on a coulé et on n'est pas passé. Puis ok, tu as les playoffs, tu fais 1, 2, 3, 4, tu es dehors et c'est fini, merci, tu vas jouer au golf. Donc, s'épanouir, c'est pas avoir des difficultés à gérer. Ouais, on est beaucoup lefty. Et donc voilà, s'épanouir, ça ne veut pas dire que c'est rose tous les jours, mais c'est que chacun doit avoir la capacité de s'épanouir individuellement au sein du groupe. Ouais, je veux bien. C'est de la matière qui m'inspire, bien évidemment. Moi, ce que j'ai entendu, je vous le fais avec mon prisme. Je reviens sur mon principe de responsabilité pour vous. Il y a la différence entre les règles, qui va être votre règlement intérieur, il en existe un chez Crowe, et les règles tacites. Pour moi, ça fonctionne à partir du moment où les règles tacites sont déjà connues et comprises de tout le monde, et qu'ensuite elles sont encore plus inspirantes ou fortes que les règles de l'entreprise ou de l'association. Je pense quand il a gagné ou quand il se passe quelque chose, c'est qu'à l'intérieur du vestiaire ou à l'intérieur de l'équipe entre le staff et les joueurs, il y a des règles tacites très fortes en termes d'éthique, de comportement, d'attente. On en a parlé la dernière fois, mais pour résumer, ce qui est le plus dur à faire en sport de haut niveau, c'est de parler aux compétences et pas aux hommes. C'est extrêmement difficile. Prendre un athlète qui est champion olympique, qui
ce que Jonathan vient de décrire, a en lui, comme tous les êtres humains, à peu près 2% de situations où il ne maîtrise pas tout, c'est-à-dire qu'on a 2% de gestion de crise qu'on n'arrive pas à maîtriser à peu près tout le temps, et de lui dire que quand ça ne va pas, il se focalise sur ces 2%-là. C'est-à-dire l'équipe se met à perdre, il a une mission qui est très précise, par exemple c'est le meneur de jeu, il doit mener le jeu. Et comme il voit que les gens, quand il veut mener le jeu, les gens ne sont pas au bon endroit au bon moment, il commence à s'énerver contre eux, il change sa façon de mener le jeu, et il change son rôle. Et là, ça crée dans le collectif une interférence majeure qui fait que toute l'équipe descend de 1 ou 2 niveaux, ce dont tu parlais au départ. Et à ce moment-là, en tant que coach, il faut lui dire fermement ta compétence là, c'est-à-dire ces 2%-là, qui représentent rien pour tout l'exceptionnel que tu es en dehors, c'est un vrai problème pour l'équipe. Et ça, il faut le faire alors qu'il est champion olympique, alors qu'on n'est pas sûr de ce que ça va générer chez lui, puisqu'on a absolument besoin de lui, mais que si jamais on l'énerve pour 15 jours de plus, on a encore 3 matchs perdus derrière, etc. Et d'où cet enchaînement, et c'est du courage de ne pas avoir peur de perdre les 3 matchs d'après, de trouver la formule juste pour lui dire « je veux tes 98%, je veux que tu mets la balle, mais même si la personne n'est pas là, toi tu continues ». Et après, lui, il va corriger, et petit à petit, on va remettre notre chaîne en action tous ensemble, et on va remettre les maillons qui sont manquants, et quand l'espace est vide pour l'instant là où tu mets la balle, on va remplir l'espace, et chacun reprend sa mission, et chacun se reconcentre sur lui. Et voilà, donc parler aux compétences, pas aux hommes, avoir le courage de parler au-dessus, parler en dessous, c'est aussi être ça entraînable, c'est-à-dire choisir les bons mots, choisir le bon moment. Parfois, c'est des coups de théâtre, c'est un effet de théâtre, c'est-à-dire que tu choisis un moment très fort où tu dis au leader, ça ne va pas. C'est pas toi qui va pas, c'est ce que tu fais en ce moment qui va pas. Et que les jeunes disent, wow, le coach ose parler au leader comme ça. Et d'un coup, ça régule ces espèces de silences qui font du bien à tout le monde. Des fois, c'est prendre quelqu'un et puis, quand il mérite vraiment, et c'est y aller fort, quitte à lui parler après en disant, j'en ai rajouté une petite couche pour l'équipe, mais garde quand même le fond du message. Ou au contraire, ne jamais lui dire, voir un peu comment il réagit, parce qu'on a besoin de le transformer, etc. Il y a le mélange l'instant, on est beaucoup dans le rush, comme vous, dans l'instant, vous avez des périodes, je crois que vous vivez une période très forte en ce moment. Comment penser à demain quand on a 18 dossiers ouverts sur son bureau, le moyen terme et le long terme. Et en tant que coach, parfois, on se perd dans ces espaces-temps où on pardonne à un jeune athlète parce qu'il va devenir bon, on pardonnerait à un vieux parce qu'on a absolument besoin de lui, ça reste un être humain qui a aussi ses propres problèmes, etc. Et avoir cette perception juste, et je trouve donc que ce conseil que j'ai reçu de Claude Onesta et de Guillaume Gilles, c'est parler aux compétences et pas aux hommes, aux femmes. Bien évidemment, là on parlait de waterpolo, de hockey, c'est les hommes, mais, et j'y pense souvent à ça quand je monte en tension. J'ai le mot compétence qui m'arrive à l'esprit quand je monte en tension, même avec le staff, et du coup je suis en colère, mais comment je formule la compétence et pas l'homme, parce que je suis en colère face à l'homme en fait, puisqu'il agit pas bien ou il agit pas de la façon que j'attends et qui va faire du bien à l'équipe. Mais c'est pas l'homme qui est attaqué, c'est la compétence qui met en œuvre ou l'utilisation des mauvais outils de sa compétence. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. Et là on rentre vraiment dans le principe de management, et je finis et après je te laisse la parole. Accepter sa mission, je vais aller juste un tout petit peu plus loin sur une des grandes difficultés du sport co, c'est de faire accepter une mission à un athlète. Parce que nous, on a une vision globale. Quand vous allez chez un client, vous allez avoir une vision globale des choses, et faire accepter à un client parfois votre vision avec la façon, parce que vous avez une expérience qu'il n'a pas, parce que vous connaissez mieux les règles que lui. Et nous, parfois, en tant que staff, on sait qu'on a 3 joueurs en défense pointe. Qu'il y en a un qui est fort, il y en a un qui est mobile, il y en a un qui est hybride entre les deux. Et il faut faire accepter à l'hybride qui ne cherche pas à être plus fort que le fort et qui ne cherche pas à être plus mobile que l'autre. Parce que justement, on veut garder un polyvalent. Et que dans certains matchs, je vais faire jouer le fort et l'hybride. Dans certains matchs, on va faire jouer le fort et le mobile. Et l'hybride qui va être là et qui va se voir exclu d'un ou deux matchs, il va dire, mais attends, mais si je deviens plus fort, je vais prendre la place au fort. Si je deviens plus mobile. Et en fait, il ne peut pas. Parce que et puis surtout, ce n'est pas ce qu'on a besoin. On a besoin 2 ou 3 fois sur certains matchs d'un couteau suisse. Et s'il devient fort et qu'il perd ses qualités de couteau suisse, on n'a plus la personne qu'il faut. Donc on va se débarrasser de ce joueur-là à la fin de l'année, parce que son contrat s'arrête. On va lui dire, tu vas partir. Et il ne va pas comprendre parce qu'il s'est mis dans un chemin de progression noble en voulant devenir meilleur dans un des 2 secteurs. Et on va lui dire, c'est parce que tu as voulu devenir meilleur qu'on est obligé de s'écarter, se débarrasser de toi. Parce qu'à un moment donné, quand on t'a embauché, on t'a dit, on veut que tu sois hybride. On veut que tu sois spécialiste de ça. Mais comme tu veux progresser, tu choisis des champs de progression. Et parfois, les athlètes choisissent, par besoin d'ambition, des choses qu'ils, eux, aiment, mais ils n'ont pas fait une analyse de marché si
dans le club de Marseille ou dans les 4 clubs concurrents, il y a ce besoin-là qui existe, sans savoir si demain il existera également. Il y a même pire. C'est un peu différent de vous, mais voilà, on a cette réalité-là. Il y a même pire, il y en a certains qui pensent devoir progresser dans une voie qui ne sont pas celles qui va leur permettre d'être performants. Nous, dans le hockey, on a un critère, ça c'est encore pire, parce que bon, si encore il va dans la bonne direction pour aller vers le plus haut niveau, mais que c'est pas chez toi, bah, il trouvera ailleurs, au moins lui, il va continuer. Mais il y a encore pire, et ça c'est vrai pour l'entreprise, c'est celui qui est bon en comptabilité et qui veut faire du RH ou du marketing. Donc, alors qu'il est super bon en comptabilité, mais parce que c'est brille de faire du marketing, je veux faire du marketing. Mais t'es pas bon en marketing, t'es bon en finance, toi. Et en fait, si je reprends hockey, on a souvent le cas, moi, des défenseurs français, parce que j'en ai beaucoup côtoyé, évidemment. Le défenseur au hockey sur glace, c'est pas ceux dont on parle le plus. Le gardien, on parle beaucoup de toi, souvent le chouchou du public, parce que il est tout seul, que s'il fait des exploits, alors on peut aussi parler de lui en mal, hein, c'est parce que lui, c'est le dernier rempart, mais souvent, le gardien est bon, c'est le chouchou. Les attaquants, c'est eux qui font des choses spectaculaires, c'est eux qui marquent les buts, c'est eux, on entend leur nom au micro, les défenseurs marquent moins, font un travail plus de l'ombre. Et souvent, les défenseurs français, un défenseur au hockey, plus il est sobre, plus il fait les choses simples, plus il répète ses gammes, et finalement, moins on le voit, entre guillemets, plus il est bon. Et tu as du mal à faire comprendre ça parfois à des jeunes joueurs français qui veulent, eux, briller, donc ils veulent faire des choses qui se voient, et c'est pas bon, parce qu'ils vont se faire intercepter, parce qu'ils vont coûter des buts, parce que ça va créer des turnovers, et parce qu'au haut niveau, s'ils veulent aller en équipe de France et jouer au très haut niveau, ils pourront pas faire ça. Donc tu essaies de les emmener et de leur faire comprendre ça. Mais effectivement, là, c'est même pas une question que toi, tu as besoin de ça, ce qu'il dit est vrai, mais en plus, même pour son développement à lui, c'est pas ça. Et je pense que dans l'entreprise, c'est pareil, bien accompagner les gens à aller vers leurs forces et leur apprendre à s'épanouir dans leurs forces et détecter tes forces. C'est pas facile de le faire des fois. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des bilans de compétences. À un moment, ils sont perdus. Ils disent, je sais plus pourquoi je suis bon. Mais en fait, c'est vachement important de savoir qui tu es, quelles sont tes qualités et tes faiblesses, et d'essayer de capitaliser sur tes faiblesses, sur tes qualités, qui sont souvent en plus ce qui te permet de t'épanouir, parce que l'être humain s'épanouit plus quand il fait des choses qui réussit que quand il n'arrête pas d'échouer. Donc c'est ça aussi qui est, pour rebondir sur le disait Romain, et je pense que c'est vrai aussi dans l'entreprise. Et du coup, est-ce que vous mettez en avant les défenseurs en essayant de célébrer Oui. à un moment donné le travail de l'ombre pour Ouais. que tu rattrapes ce défaut de visibilité? Mais ce qui est, par exemple, c'est un exemple, parce que les acteurs, eux, savent. Dans le vestiaire, on sait ce qu'on doit à un défenseur qui est allé, qui a sacrifié des fois, qui a bloqué des shoots, etc. Et il y a un exemple nous, on a une tradition à la fin de chaque match. Quand on gagne, quand on perd, on le fait pas quand on gagne, parce que quand on perd, c'est un peu, c'est pas d'à propos. Mais quand on est content, etc. Dans le vestiaire, il y a un casque de Spartiate et un bouclier. Le casque, c'est le joueur, le meilleur joueur, on va dire, et le bouclier, c'est celui qui a été le plus valeureux, entre guillemets. Et ça, ils se distribuent entre eux. Donc à chaque fois, au début, c'est le coach. Premier match, c'est le coach. Et après, celui qui l'a, il le donne à quelqu'un d'autre dans l'équipe. Et tu regardes un peu qui il désigne. Il ne désigne pas celui, si le cas, souvent, s'il a marqué un but, c'est pas qu'il ne faut pas le valoriser. Mais souvent, les acteurs savent détecter dans leur tribu à qui on doit quoi. Et là, tu vois qu'ils choisissent souvent des joueurs qui ont su se sacrifier, etc. Mais tu ne changeras pas les médias. Les médias, c'est comme au foot. Hein. On parle plus des attaquants, numéro 9, etc., que du défenseur central. Voilà. Et pourtant, ton défenseur central, il est hyper important pour la performance de son équipe. C'est juste de pouvoir désolidariser. Et tu as raison. Et tu as raison, par contre, que les coachs doivent régulièrement aussi faire du micromanagement et valoriser les choses qui sont moins valorisées par l'extérieur. Et ça, il faut être vigilant sur ça, oui. Alors, Vas-y. Juste, ça revient, je vais marteler le même message à peu près, mais je suis désolé, mais c'est ce que m'inspire Jonathan, mais la responsabilité d'être entraînable, la responsabilité de l'entre-vous, c'est-à-dire que regarder à côté pour devenir plus fort, je trouve que c'est un exemple assez marquant. Plusieurs types de valorisation, et le défenseur ne recevra jamais de gratification médiatique. Et dans le club non plus. Puisque si tu marques pas de but ou si tu fais pas une action incroyable, en fait, les gens le voient pas.
et c'est assez complexe. Et c'est pour ça que dans la culture tacite dont je parlais tout à l'heure, pour essayer à chaque fois d'être dans ma boucle de management aujourd'hui, quand on parle, il faut avoir en tête qu'il y a du rattrapage à faire pour ceux qui font les tâches ingrates. Et donc, en fait, quand à un moment donné on parle et qu'on fait la préparation des matchs et qu'on dit qu'en face c'est très très fort et que si jamais on arrive à les tenir à moins de 10 buts, ça veut dire que les 3 défenseurs points vont faire un boulot exceptionnel, machin. Ça permet, une fois que le match est terminé, de dire voilà, ça s'est gagné, ou quand on fait des débriefs, ça s'est gagné par la défense. Et c'est une très très belle initiative et je trouve ça absolument formidable. Compliqué peut-être à faire tous les jours de porter un casque, un bouclier chez Cro, mais pourquoi pas. Une calculette et, ça, et un plan comptable. Hein, chacun. mais je ne sais pas si tu vas chez le client après avec ton. Non, peut-être pas, mais avec un plan comptable. Et ça, par contre, c'est célébrer aussi. Il y a ce que je voulais, pour finir sur le point, il y a des niveaux de célébration. Et je crois que si vous êtes ambitieux, comme le sont les sportifs, vous allez plutôt apprécier qu'un collaborateur vienne vous taper sur l'épaule après un dossier que vous avez réussi, qui était complexe, et qui va vous dire « Waouh, quel travail tu as réussi à faire !» Autant que si c'est Mathieu qui vient dire « C'est super, tu as fait un super boulot, voilà, tu auras peut-être une promotion, il y a plein de choses. » Mais les deux sont des choses qui sont, je crois, très fortes. Et donc, mais pour vous essayer de vous faire penser différemment, elle est de votre responsabilité de le faire, celle où vous tapez sur l'épaule des gens avec qui vous travaillez. Ça veut dire que vous devez regarder ce qu'ils font, justement. Ça veut dire que vous avez la même responsabilité de le faire de manière compétence et pas amitié. Parce que dans ce que ça me fait réfléchir, ce qu'explique Jonathan, ce qui est complexe parfois, les expérimentés vont voir le match à peu près comme le coach. Mais il y a des joueurs qui vont penser qu'ils vont avoir qu'une partie du match, celle où ils ont été en pleine conscience, et d'autres moments où ils sont alors, j'espère, occupés à essayer d'éviter de prendre des coups, de mettre des buts, etc. Ils ne voient pas tout. Ils voient leur mission, ils voient l'adversaire. J'espère qu'ils regardent plus l'adversaire autant l'adversaire que les coéquipiers, etc. Donc, et puis, il y a aussi ces notions de cohésion sociale qui sont très importantes dans le management. Mais dans un vestiaire, à un moment donné, quand il y a deux personnes qui ont bien fait, je vais toujours avoir tendance naturellement à choisir celui que j'aime bien à niveau égal de performance. Alors, quand il y en a un qui a fait un match exceptionnel, c'est facile de lui donner le casque. Mais si après, il y a à peu près s'il y a deux mecs qui ont mis 2 buts et que c'est à peu près les 2 meilleurs joueurs, qu'est-ce qu'il va dire mon copain si je donne le casque à l'autre ? Et donc, il y a toute cette complexité que je trouve aussi extrêmement intéressante, qui met en tension. Le courage, c'est aussi ça. Donc, si tu vas le donner à l'autre, ça veut dire à l'autre, je suis ami avec toi, mais très honnêtement, aujourd'hui, dans mon choix de performance, c'est de la neutralité, c'est pas l'amitié. C'est quand il faudra faire le choix. Je t'aime bien, j'aime moins l'autre, mais par contre, si je pense qu'il a été meilleur, c'est quand même lui que je vais récompenser. Et c'est ces choix-là qui font qu'à un moment donné, on devient une équipe. C'est ces choix-là aussi, parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, bravo, tu as fait un super travail. Si vous avez assisté de manière un peu collégiale à un travail qui n'est pas bon dans de vos coéquipiers, votre devoir, c'est de lui dire, il faut faire mieux, quoi. Mais parce que moi, je dépends de toi, parce que l'entreprise dépend de toi, donc ça s'appelle faire destin commun, quoi. Aujourd'hui, si vous voulez devenir 100, si vous voulez que quand dans ce monde complètement incertain, où certains clients vont perdre peut-être une partie de leurs activités, il va falloir aller à chaque fois. Si vous voulez être bon, il faut que toutes les équipes montent. Il faut que je pense que si tu fais ça aujourd'hui, si on se parle aujourd'hui, c'est pour se dire qu'on va être vraiment différent des autres dans quelque chose que tu ne peux pas mesurer. Tous les efforts qui sont faits, ça ne se mesure pas à la fin. Ça se ressent. À un moment donné, on est une équipe ou on n'est pas une équipe. Vous deviendrez une équipe, vous êtes peut-être déjà une équipe, vous deviendrez une très bonne équipe, vous deviendrez une super équipe, ou vous serez une équipe incroyable parce que tous les efforts ou le côté différenciant de ce qui est en train de mettre en place Profi Correct auprès de ces Olympiques, son état d'esprit du sport, c'est pas juste parler de sport comme beaucoup de boîtes font saupoudre. Il y a peu de boîtes qui le font tous les jours, enfin au moins une fois par semaine, une fois par mois d'abord, puis une fois par semaine. Puis à un moment donné, si tu ne gagnes pas cet esprit, c'est tes compétences et ton état d'esprit d'équipe qui fait ton appartenance à Profi Correct, qui fait l'appartenance au Spartiate, qui fait l'appartenance au Cercle d'Agir de Marseille. Et justement, donc on parlait de l'appartenance, donc finalement, l'alignement de soi, les valeurs. Vas-y, excuse-moi. Mais du coup, je ne sais pas si c'est mal poli ou si je casse le format. Mais inverse les questions la prochaine fois, pose-les, c'est mieux. Du coup, non, mais je suis toujours dans mon point. Du coup, pour les défenseurs, quand on va être défenseur, le boulot de job qu'il faut que je fasse moi, c'est que quand j'ai un entraîneur dans la formation du CNM qui développe un défenseur, il doit aussi lui commencer à le rendre moins en attente de la célébration. Tu ne l'auras pas toute ta carrière. Donc, si tu arrives à lui insuffler que ce n'est pas ça que tu dois aller chercher dans ton job et dans ta mission, donc quand vous avez des jeunes qui arrivent, les règles tacites aussi, c'est de donner le bon chemin.
C'est ça aussi la responsabilité commune qu'on a tous ensemble quand on fait partie d'une équipe. Parce que ce qui est fabuleux dans une équipe, après, c'est que la hiérarchie, elle s'envole. Hein. Au moment où c'est très complexe, c'est pas celui qui est le plus haut gradé qui peut des fois te donner la solution. C'est souvent les cadres qui donnent la solution, c'est souvent les leaders qui font gagner le match. Puis parfois, ils n'y arrivent pas et c'est la magie du sport et ça peut être la magie chez vous si vous faites un vrai état d'esprit. Parce qu'à un moment donné, quand c'est très complexe et que vous avez été un peu smart sur 2-3 décisions, on va venir vous poser la question comment on règle ce problème-là. Et si c'est vous qui allez apporter une partie de la résolution du problème, donc voilà, pour en revenir sur les jeunes défenseurs, ça se fait. Et un buteur, on entretient l'instinct du buteur sans que quand il rate, il reste trop longtemps sur son échec parce qu'il va coûter à l'équipe. Et un défenseur, on lui dit tu seras jamais valorisé, tu as la tâche la plus ingrate, tu vas te prendre des mecs qui font nous, ça fait 130 ou 140 kilos la pointe d'en face. Et il va venir t'attraper le maillot et te tourner au maximum le maillot pour que ça fasse très très mal. C'est ce qui se passe si jamais vous venez voir des matchs que vous ne voyez pas. Sous l'eau, c'est une prise de maillot et un arrachage de maillot. J'ai eu la chance de faire un match, notamment avec Paul, qui m'expliquait tout ce qui se passait. Parce que pour un néophyte, quand vous regardez un match de water-polo, vous voyez que des mecs qui se rentrent dedans. Vous entendez parfois un peu de l'impact, mais tu sais pas ce qui se passe dessous. Là, il me dit, là, tu vois, là, il y a un truc, c'est pas très propre ce qui vient de se passer. Prenez l'email d'Issani, puisque Issani vous envoie des mails pour les dates du water-polo. Allez-y, vraiment, parce que c'est vraiment très agréable à voir, à regarder. L'ambiance est très bonne. Je vous invite à y aller. Et puis, si vous voulez y aller et m'inviter en même temps, je viendrai avec vous avec grand plaisir. Pour revenir à ce qu'on se disait, on a parlé des jeunes, des vieux, de donner, de faire sens. Aujourd'hui, quand on est dans un sport, vous êtes évalué tout le temps. Il y a les supporters qui vont vous applaudir, vous avez les médias qui vont vous dire vous avez bien fait, vous avez moins bien fait, etc. Et effectivement, dans vos sports respectifs, on est à durée limitée, puisqu'en fait, à la fin de la saison, le contrat s'arrête. Aujourd'hui, comment est-ce que vous, dans vos domaines respectifs, vous gérez aujourd'hui cela? C'est-à-dire, comment est-ce que je gère les temps forts, les temps faibles avec mes équipes? Comment est-ce que je gère aujourd'hui la fin d'un contrat et est-ce que je le renouvelle, est-ce que je le renouvelle pas? La mixité qu'on doit en avoir avec la capacité de parfois dire, comme tu le disais un peu Romain et aussi toi Jonathan, toi je t'aime bien mais finalement t'es plus au niveau ou t'as plus le bon niveau ou tu fais plus partie de ce collectif-là parce qu'on a besoin d'une pointe, parce qu'on a besoin de telles compétences et on l'a plus. Comment est-ce que vous le faites aujourd'hui? Comment est-ce que ça continue de fonctionner? Est-ce que parfois ça a moins bien fonctionné et si vous pouvez nous le dire, nous l'expliquer pour que peut-être on évite de faire nous-mêmes cette erreur-là. Et après, si on a encore un tout petit peu de temps, on essaiera d'aborder le sujet, puisque avec cette notion de multi-seniorité, il y a aussi parfois un sujet aussi de culture. Et dans vos sports respectifs, on travaille beaucoup avec du multiculturel et cette intégration-là. Je suis surpris, tu as fermé, mais tu te rappelles de plein de choses. Hein. Il est impossible de te déstabiliser sur ce. Je pensais que je réussirais là. Il suit le fil, alors qu'il j'étais sûr qu'il serait pas prêt et que je le. Surtout que j'ai dit, j'ai rien préparé. J'ai raté. Non, sur le sujet de la gestion de la saison. Alors, il y a deux types de paramètres. Il y a les paramètres internes et externes. Les paramètres internes, tu essayes tant que tu peux de laisser les athlètes concentrés sur l'instant présent, sur ta saison. Effectivement, hockey sur glace, c'est beaucoup des contrats d'1 an. Il peut y avoir des multi-annuels, mais si on part sur un contrat d'1 an, c'est d'essayer de garder tes athlètes focalisés sur tes objectifs communs, sachant que si on a des objectifs communs, quoi qu'il t'arrive, si on fait une bonne saison, qu'on te garde ou qu'on ne garde pas, tu pourras trouver... C'est ton intérêt de faire une bonne saison, c'est notre intérêt à tous. Donc, en tant qu'équipe et de faire converger, si tu veux, l'intérêt individuel, ça c'est tout un sujet, et l'intérêt collectif, sachant que tu as 20 gars avec des gros égos, des objectifs individuels, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, c'est son métier, ses performances individuelles vont avoir un impact sur le montant de son contrat, sur plein de paramètres. Donc l'interne, c'est essayer, tant que faire se peut, de garder les joueurs dans l'instant, dans l'intérêt commun qui est l'objectif de la saison, sans aller trop loin. De toute façon, un sportif, comme dans beaucoup de choses, si tu regardes la 3e marche sans regarder la première, tu trébuches sur la première, tu te casses la gueule. Donc si tu commences à te dire « ouais, l'année prochaine, j'aimerais bien aller en NHL », donc des fois, j'en ai un entretien individuel, des joueurs qui nous disent « bah
Ouais, moi, mon but, c'est. Et ils ont un objectif. Il faut avoir des objectifs long terme. C'est ce qui te motive pour travailler tous les jours, etc. Mais à un moment donné, tu dois mettre ton focus sur tes objectifs du moment. C'est pour ça que des fois, c'est fatigant d'entendre. On joue match après match. Quand on entend tous. On joue match. Mais en fait, c'est un langage qui est le fait que c'est dans ça que tu peux réussir tes performances. Oui, tu sais où tu veux aller, tu t'entraînes pour atteindre tes objectifs personnels, mais le chemin pour y arriver, si tu ne te concentres pas sur le chemin, tu n'arrives jamais là-haut. Donc, essaies d'essayer de maintenir ton effectif dans ça, collectivement et individuellement, dans leur progression jour après jour. Mais le problème, c'est qu'il y a des paramètres externes. Et les paramètres externes, c'est le marché, c'est les autres clubs qui sollicitent tes joueurs, c'est des choses que là, tu ne peux pas difficilement contrôler. Nous, par exemple, au hockey sur glace, il y a deux marchés. Il y a le marché des joueurs français, puisque c'est le cas au waterpolo aussi, je crois. Hein. Nous, on a les JFL, joueurs formés localement. Ce n'est pas des Français, parce que c'est un contournement de la loi Bosman. Les joueurs formés localement, c'est des joueurs qui ont fait leur formation, français ou étrangers, dans ton pays. Eux, tu dois en avoir 10, tu as 20 joueurs sur la feuille de match, tu dois avoir minimum 10 JFL. Donc, comme il y a moins de joueurs de hockey en France que dans le monde entier, et encore des bons joueurs français, c'est encore plus restreint, tout le monde les veut, comme tu es obligé d'avoir un nombre, c'est un marché qui est tendu. Donc, et ça commence à parler tôt, en janvier, ça commence à contacter les mecs. Donc là, tu es obligé, quand toi, tu as des JFL que tu veux garder, de leur faire passer des messages avant. Et moi, j'aime pas faire ça, très honnêtement, parce que tu commences à parler à certains et pas d'autres. Et ça peut, si ça parle après, ben, ça peut créer des discords. Pourquoi on ne m'a pas parlé à moi, etc. Mais des fois, tu es obligé, parce que surtout pour les JFL, tu es obligé de parler tôt pour les sécuriser, pour pas dans les négociations et arriver trop tard. Donc, c'est paramètres externes. Mais moi, personnellement, j'aime pas parler pendant qu'on est en compétition, parler de l'année d'après. Parce que déjà, même pour moi, j'aime pas parler d'un truc qui va arriver après, alors que je suis concentré sur ce que je dois faire maintenant. Et je pense que la meilleure manière de performer, c'est d'être dans l'instant. Mais c'est vrai aussi, le joueur de tennis. C'est le tennis ou le golf, ces sports-là individuels, très... Et la natation, c'est peut-être un peu différent parce que c'est très énergétique. Je ne sais pas, Romain il nous dira, mais il y a un truc qui me fascine au tennis. Et j'avais lu un truc sur Rafael Nadal, comment il faisait pour gérer ses moments forts. Il a toute une sorte de tic et de rite qu'il fait sur le terrain pour se concentrer sur l'instant. Parce que même moi, à mon niveau, quand je joue, parce que je jouais pas mal au tennis à l'époque, quand tu commences à faire un bon match, tu dois finir le jeu, tu vois, tu peux gagner un tournoi, tu dois finir le jeu. Tu te projettes avec la coupe, tu te dis, tiens, je suis à un jeu, tu vois. Et c'est ce qui nous arrive un peu en ce moment collectivement avec le hockey. On se dit, putain, on va faire les playoffs. Et puis tout d'un coup, ben, tu fous la balle dans le filet et tu commences à te voir après, alors que c'est dans l'instant que tu dois être. Donc je pense que tu as toujours dans le sport intérêt à maintenir tes athlètes dans l'instant présent, dans le moment présent, dans leur performance présente, et pas trop l'esprit le garder dans l'instant présent. Mais il y a les paramètres externes qui nous obligent parfois à aller au-delà de cette règle qu'on s'est fixé. Alors, un petit point, parce que j'ai eu la chance de... Effectivement, tu parlais de Rafael Nadal, on fait une digression, mais il était assez impressionnant sur un point. Effectivement, il y a toutes ces notions de tic, etc. C'est aussi un athlète qui était capable de s'entraîner à de multiples reprises en même temps et en fait de se paramétrer. Et ça fait écho avec ce que disait Romain tout à l'heure, comme s'il allait faire toujours des matchs en 5-7. Parce qu'en fait, quand un jour il doit faire le match en 5-7, il était prêt à faire le match en 5-7 et pas se dire aujourd'hui je suis fatigué, aujourd'hui j'ai été un peu plus challengé que la fois précédente et donc je me trouve une excuse pour perdre ou pour avoir ce truc. Il est préparé mentalement à se dire ça va être un combat, je vais prendre 5-7 à chaque fois. Et je ne sais pas si tu as remarqué, quand il gagnait des Roland-Garros par exemple, c'est comme si il débranche une prise, il tombe comme si... il attendait pas ça. C'est comme si tu débranches. Il a jamais pensé et tout d'un coup, putain, j'ai gagné. Paf, il débranche. Il tombe par terre. Comme s'il s'est jamais dit, là, si dans un point, je vais gagner. Il s'est dit, ah, j'ai gagné. Putain, merde, j'ai gagné. Et il réalise. Je vais me permettre de faire le modérateur
Parce que on est en train de parler de performance depuis 5 minutes. Le thème du jour est Ah ouais, c'est vrai. management. C'est vrai. Et je sais que ça plaît plus à Jonathan, qui, même s'il aime le management, on aime tous plus la perf. Mais là, tu parles de perf. Hein. Je dis ça, Je te je dis remercie. rien. Je te remercie. Tu merci. peux reprendre ton iPad. Je reprendrai. Je dis ça, Donc, je dis rien. Hein. On Euh, m'a dit management. multiculturel. Romain, est-ce qu'on a un Ouais. point particulier sur Temps fort, non, mais ça m'a inspiré. Temps fort, temps faible, je crois que c'est important. Je vais rentrer dans le monde de la natation là pour changer un peu. On va oublier le collectif, on parlait un peu d'individus. Temps fort, temps faible. Moi, la façon dont j'envisage un projet, c'est qu'au début du projet, il y a un enthousiasme artificiel du fait que la nature lointaine de l'aboutissement du projet. C'est-à-dire que quand on n'est pas dans la période dans laquelle vous êtes aujourd'hui, très intense, et qu'on est, je sais pas, au mois de mai, c'est fini, on est fatigué. Mais juin, juillet, on commence à aimer vraiment notre métier. Et puis d'un coup arrive octobre, novembre, et on commence à se dire, mince, dans un mois, c'est parti, la machine à laver en mode essorage, et puis je vais jamais sortir de la machine pendant 4 mois. Donc moi, par expérience de coach, pour nous, c'est septembre. Septembre, c'est la reprise. Là, ils sont arrivés en septembre, c'est l'année olympique, même si on était en 2023. Chaque athlète qui arrive avec un sourire en disant, je vais faire une super année, une mandale, tu vas t'asseoir et tu arrêtes de dire ça. Tu viens me le dire, s'il te plaît, le 15 février. Alors, c'est bientôt. Bon, il n'a pas fait trop froid cet hiver, malheureusement. Mais généralement, le 15 février, il fait froid, on en a marre, on sort de 2 mois et demi d'entraînement. Les compétitions, les temps de compétition de préparation, c'est dur parce qu'on fait en sorte d'aller chercher des phénomènes de surcompensation plus tard dans la saison qui sont loin de leur perf. Ils ont mal partout. Ils détestent la natation, l'entraînement. Ils adorent toujours la compète, mais ils détestent l'entraînement plus que ce qu'ils n'ont jamais détesté. Ça fait après 2 mois et demi que vous êtes dans vos clôtures et vous recevez un mail, je serai en retard pour vous donner les prochains éléments. Et là, ça monte, ça monte, ça monte. Alors là, c'est à peu près l'athlète. Celui qui, à ce moment-là, vient dire j'aime mon métier, il est un peu meilleur que les autres. Donc, moi, j'essaye de réguler ça et je me positionne en tant que coach en disant je tempère les ardeurs du début de projet. Mon job, qui n'est pas un job d'entraîneur ou de manager, mais d'animateur, d'énergie, puisque justement, moi, je ne souffre pas physiquement dans les séances, puisque moi, mon job, si j'ai de la valeur ajoutée, c'est que janvier, février, mars, je suis un insufflateur d'énergie pour les athlètes, je vérifie celui qui ne va pas trop bien, je tape un peu sur l'épaule, ça va, c'est dur, et puis quand je l'ai tapé 2 fois et qu'il n'est pas remonté, je dis bon, maintenant, tu n'es pas un champion en fait, parce qu'un champion, c'est maintenant qu'il est bon, c'est pas en septembre quand il fait beau, et que tu viens de passer 15 jours en vacances, et à la fin, quand on est à la veille des Jeux Olympiques ou à la veille des championnats du monde, il y a 2 choses. Le job, c'est de réélargir l'espace-temps. Parce que pour être dans le présent, il faut absolument oublier le futur et le passé. Ça paraît être une évidence. Mais d'un autre côté, ça fait terriblement peur d'être dans le présent. C'est à 3 jours des Jeux Olympiques ou 4 jours des Jeux Olympiques que 95% des athlètes abandonnent leurs rêves. Quand arrivé au village, c'est tellement puissant que on a ce questionnement, le syndrome du petit bras, ou le principe de est-ce que j'ai vraiment le niveau? Et on se pose la pire question au plus mauvais moment. Pour être dans le présent, c'est les questions fondamentales, c'est est-ce que j'ai vraiment le niveau? Parfois, on rencontre un client, la tâche est extrêmement compliquée. Au moment où on l'apprend, on se dit est-ce que je vais être capable, dans le temps donné, de le faire? Et on remet en question ses compétences. Ou au contraire, la peur de gagner. C'est-à-dire que je suis vraiment bon, mais ça reste quand même complexe et on n'est pas ultra concentré. Et donc voilà, il y a des temps forts et temps faibles, mais je dirais que les temps faibles, pour beaucoup, c'est le moment où vous devez être le plus actif, et les temps forts, c'est le moment où il faut juste, au contraire, calmer, attendre, conserver son énergie et pas se dire super, j'ai 4 mois, je pars à fond, mais voilà, et savoir mesurer un peu. En termes de management, il y a ça. Donc, entraînabilité, être un bon coéquipier, ça veut dire que si vous, dans la période dure, un matin, par hasard, alors que c'est hyper dur depuis 2 mois et qu'il reste 2 mois, vous vous réveillez de bonne humeur, il faut aller le filer à celui d'à côté qui peut-être ne s'est pas réveillé dans cet état d'esprit. C'est ça, faire équipe, c'est ça, faire vestiaire, c'est ça, trouver la clé, le sens de l'équipe. C'est-à-dire que chaque fois que moi, j'ai assez d'énergie pour passer ma journée, c'est à peu près comme un couple, assez d'énergie pour passer ma journée, mais que je peux prendre 5% du copain, parce qu'aujourd'hui, je sais pas, j'ai un regain, et demain, je l'aurai peut-être pas, fais-le. Et comme ça, après, soit en attente, et si lui, il le fait jamais, dis-lui, Coco, moi, quand c'était dur, je suis venu, machin, toi, fais-le une fois de temps. Et là, on fait un peu de l'équipe en permanence, parce que l'équipe, elle ne se fait pas dans la tâche, elle se fait dans la surprise que vous faites de votre coéquipier, de prendre une partie de ses problèmes et de sa performance et de son destin. C'est faire équipe, c'est complètement pas ce qui est vous, ou ce qui est la tâche, ou ce qui est la réussite de Crofi Correct. C'est vous faites le mieux possible, et quand à un moment donné, il y a un tout petit espace-temps pour aller aider quelqu'un à faire mieux, c'est là que je vais donner, quoi.
idéalement sans attendre en retour, ou en attendant que la personne ait compris ça pour qu'elle le fasse à vous ou à quelqu'un d'autre dans la boîte. Et là, on met un espèce de système d'énergie absolument extraordinaire et on devient autre chose. Alors, messieurs, je fais le maître du temps, moi aussi. Il faut conclure, désormais conclure. Avant de prendre quelques questions, Jonathan et Romain, si on devait retenir 2 points sur tous ces échanges aujourd'hui, ou s'il y a 2 éléments clés qu'on a envie de transmettre. Ouais, 2. Je vais vous faire gagner du temps sur cette pensez question. aux questions, On va hein. passer aux questions. Trop complexe, ça. Non, 2. Ouais, 2. Une, si tu veux. Non, je pense quelque part, et pour une équipe, il faut, on est des êtres humains, il faut à un moment donné s'amuser. Moi, je pense que des fois, je les regarde et je leur dis, c'est du sport. Tu vois. Je pense qu'il faut, moi, je dirais s'amuser, s'aimer. S'aimer, c'est pas faire l'amour au bureau, mais Il y a des caméras de partout, hein, donc. Mais je pense que s'aimer, ça veut dire il y a un esprit, il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, mais qui était en sous. Tout sur la glace. Non, mais il y a un truc qui est en sous, qui était en filigrane de ce que dit Romain quand il vient de dire quand j'ai 5%, je le donne. C'est quelque part s'aimer. C'est la tolérance qu'il y a derrière ça aussi. C'est-à-dire qu'on est tous différents. Et pour pouvoir fonctionner en couple déjà avec son partenaire, il faut de la tolérance. Avec son père et sa mère, ses frères et sœurs, il faut de la tolérance. Et dans une entreprise, dans une équipe, il faut une certaine tolérance. Il faut comprendre aussi qu'on n'a pas parlé de la diversité, mais on est de nationalités, de cultures différentes, d'âges différents, de générations différentes. Et je pense qu'il faut quelque part aimer ce que l'autre apporte, avoir la tolérance de ce qui est différent de toi et que toi, tu n'aimes pas spécialement, mais comprendre que c'est son fonctionnement. Et je pense que dans une société de manière générale, finalement, parce que si on élargit ça beaucoup plus largement, notre société aujourd'hui manque cruellement de tolérance et de le vivre ensemble, c'est pour moi la tolérance. Et dans une société, c'est pour ça que j'emploie le mot s'aimer, parce que c'est une manière de s'aimer. Aimer finalement aussi les défauts de l'autre, parce qu'il apporte des choses différentes que toi, ce que tu peux apporter dans ton équipe. Et moi, j'ai déjà vécu des choses, j'ai pas spécialement amis, on va dire, on a des affinités, pas spécialement amis, mais j'aimais ce qu'il était quand même, ce qu'il apportait à l'équipe. Et je pense qu'il faut arriver aussi à avoir la tolérance de comprendre certains comportements qui sont pas, tant que ça reste dans le cadre, parce que si c'est des comportements qui sont irrespectueux, qui sont trop égoïstes, etc., évidemment, hors du cadre, on a déjà parlé, mais dans le cadre, s'aimer et s'amuser, parce qu'en fait, on va vivre pour les plus chanceux d'entre nous, 90, 95 ans. Si c'est pour se faire chier toute sa vie. J'ai l'intention de vivre 100 ans au moins, moi. Non, mais même, parce que nous, on a la chance de faire un métier de passion qui est le sport, mais j'espère que dans la finance, je pense qu'il y a moyen aussi d'aimer ce qu'on fait, de prendre du plaisir à ce qu'on fait. Moi, il y a un truc qui m'a marqué profondément, et c'est pour ça que ce qui m'a le plus marqué et fait mal, quand je suis arrivé dans ma société de restauration collective acheteur, à 50 personnes, le nombre de personnes qui me disaient « Putain, c'est vendredi, c'est bientôt le week-end. Putain, je pars en vacances la semaine prochaine. » Et il y en avait un qui avait 58 ans. « Putain, il me reste 2 ans à tirer, c'est bientôt la retraite. » Ça me flinguait le moral. Je me disais, les mecs, dans leur vie, ils passent 70% de leur temps éveillés au bureau et ils attendent le week-end, les congés. Donc, choisir un métier dans lequel on arrive à s'amuser, mais s'amuser, ça ne veut pas dire que c'est rose tous les jours, évidemment, mais à s'accomplir et à s'amuser et aimer ceux qui sont autour de nous avec de la tolérance. Je vais essayer de faire un peu plus court pour vous faire gagner du temps sur les questions. Je dirais que faire équipe, c'est comprendre que l'autre est plus important que soi. Sinon, on n'a pas compris la définition de l'équipe. Et 2, à l'inverse, et dans le paradoxe, soyez intraitable avec votre progression continue. Vous le devez à votre équipe. En fait, si vous progressez moins vite que le niveau de l'équipe, il y aura des problèmes. En fait, moi, tous les problèmes que je rencontre en sport, c'est quand un individu soit progresse moins vite que moi, soit progresse moins vite que l'équipe. Et à ce moment-là, on est désynchronisé et on rencontre plein de problèmes qui n'existent pas si vous êtes dans un effort de progression, parce que ça sera toujours reconnu. Effort de progression juste, c'est-à-dire pas partir seul dans une direction alors que c'est demandé par personne et que ça ne correspond pas à la boîte. Mais si les vrais hommes du collectif, les grands qu'on respecte, l'autre c'est plus important que soi. Et c'est pour ça
que quand vous regarderez les Jeux Olympiques cet été, à peu près 100% du temps, même ça sera 100% du temps, un athlète qui va gagner une médaille va toujours vous parler d'autre chose que de lui. Toujours, puisque sans l'autre, il ne l'aurait pas fait. Donc, c'est aussi la réalisation au moment où on vit l'événement le plus fort d'une carrière individuelle. Hein. Je regardais Laure Manodou, qui, au moment où elle est devenue championne olympique en 2004, elle dit « Je voudrais remercier mon entraîneur de m'avoir fait croire à la possibilité de devenir championne olympique. » À ce moment-là, elle se rend compte de l'importance au moment où on vit quelque chose d'exceptionnel. Sans l'autre, je ne l'aurais pas vécu. Donc, l'autre est plus important que moi parce que sinon, seul, je ne serais jamais devenu champion olympique. Voilà, donc je pense que c'est ça un peu la définition de ce qu'on a essayé de... j'ai trouvé ça super et j'ai pris beaucoup de plaisir parce qu'à chaque fois il passait en numéro 1, alors c'était facile, il se cassait la tête à lancer le sujet. Après moi j'avais juste à prendre un peu de hauteur sur ce qu'il avait dit. Donc... Non, mais ça me permettra pour la session 3 de commencer par toi et te faire casser la tête. Alors est-ce qu'on a des questions? La question que j'aurais moi, c'est évidemment on a beaucoup plus de recul quand on est en position de manager, ou en tout cas on aimerait en avoir beaucoup plus. On connaît un peu les ficelles, on sait où on veut amener le joueur et à quel point on va lui parler du plan. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un moment, en anglais, on dit le nudging, c'est réussir à lui faire quelque chose sans qu'il le sache nécessairement, pour pas qu'il ait pleine conscience, mais justement que ça vienne de derrière. Nous, on partage notre expérience, on va dire, avec la personne qu'on coach, à quel point on va dévoiler le plan qu'on a pour la personne, justement, sans risquer de... Plan collectif ou plan individuel ? Les deux. C'est différent, du coup. Alors en collectif, parce qu'aujourd'hui c'est plus le collectif. Moi, je ne sais pas ce que dira Jonathan, je vais prendre la primeur pour une fois comme ça, il ne dévoile pas tout, mais on part du principe que tu ne peux pas tout expliquer aux joueurs, puisque à un moment donné, il y a des fois où on va demander d'eux une situation privilégiée et à d'autres moments des situations non privilégiées. Donc tout est dans la force de la culture collective, d'avoir fait accepter tous ces scénarios possibles et d'avoir expliqué ce qui pouvait se passer, mais ensuite, on ne peut pas expliquer une semaine avant à un joueur qui ne va pas être pris dans ce match-là alors qu'on le sait déjà. Parce que la dynamique collective de toute la semaine de préparation, elle naît aussi du fait qu'il y a concurrence et émulation pendant cette semaine et qu'ils sont deux pour un poste et qui vont se transcender sur cette semaine-là et que de cette concurrence et émulation tout au long de la semaine va peut-être faire naître, même si le choix a été déjà fait, d'abord, en ne le faisant pas, on s'autorise à ce que pendant ces 5 jours-là, s'il y a une blessure, s'il y a un événement, s'il y a un changement, on n'ait pas à créer un nouveau scénario. Ça, c'est en 1. Et en 2, la magie de la situation difficile fait que les athlètes travaillent sur des choses qui sont beaucoup plus proches du match, ces deux-là. Et que quand ils se retrouvent en match, souvent, au moment où ils basculent la veille, ils n'étaient pas sûrs d'être dans l'équipe et qu'ils sont dans l'équipe, ils ont ce sentiment d'euphorie. Et ils n'ont pas toute cette semaine-là à avoir affronté le mec à l'entraînement en disant « je t'ai pris ta place », à se dire « je suis dans l'équipe, alors ça va, cette semaine, tu vois, je suis dans l'équipe ». Mais voilà, donc on joue sur ces choses-là, sur les ressorts humains en fait. Parce qu'on est tous meilleurs quand on est dos au mur que quand tout est facile, quoi. Si vous avez déjà réussi vos objectifs au mois de juin, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous faites juillet, août, septembre, octobre, novembre, en termes d'éthique de travail par rapport au début de l'année quand vous alliez chercher l'objectif. Alors que quand on est trop en retard, on est un peu découragé, mais quand on n'est pas loin de l'objectif, c'est là qu'on est le meilleur. Donc la semaine où, quand on peut-être rentrer dans l'équipe alors qu'on n'était pas sûr, on est poussé par cette force, l'enthousiasme, hein, cette force extraordinaire de se dire que peut-être l'espoir, c'est le sport, l'espoir, c'est Crofi Correct demain. Si vous voulez passer à 120, c'est de l'espoir. On ne sait pas comment ça va se passer. Il n'y a aucun scénario écrit pour savoir comment vous allez y arriver dans ce monde qui est tellement incertain. On ne sait pas si dans 2 ans, comment sera l'économie, quoi. Et du coup, donc il y a ce jeu-là, je dirais le plus souvent vertueux, quoi, pas vicieux. Pas ne pas le dire alors qu'on le sait déjà et que c'est sûr, et pas attendre le matin du match, quoi. Mais il y a un bon équilibre entre les infos qu'on donne, qui sont de l'ordre de ce qu'a besoin l'athlète pour performer lui dans sa mission, et de ce qu'a besoin l'équipe en termes de notion d'info, et de non-retour en arrière possible une fois qu'on l'a donné. Quand on annonce à une équipe que cette semaine, il y a 8 entraînements parce qu'on va faire une semaine plus facile et que les 2 premiers jours, ça ne s'est pas bien passé, qu'on a pris du retard et qu'on veut rajouter une séance, on oublie. À peu près comme vous, si Mathieu vous appelle et vous dit on est au mois de mai-juin, on va s'entraîner pour décembre et on va faire du 6 sur 7 ou du 6,5 sur 7 pendant 2 mois, juste pour voir ce que ça fait pendant 2 mois, comme ça, comme la prochaine fois ça dure 4, vous serez prêts. Et vous allez dire, non, c'est pas le deal, ça, tu m'as pas prévenu, là tu me préviens maintenant, mais j'ai peut-être des trucs, c'est les ponts, c'est le mois de mai. Et donc en fait, on peut pas. Donc des fois, on retient certaines informations pour pas avoir à trop changer aussi, parce que ça fait œuvre de manque de professionnalisme. Enfin, il y a plein de raisons qui fait qu'on peut pas, et qu'il faut que les athlètes doivent comprendre aussi. Mais donc, sans qu'on leur explique. Tu peux pas expliquer, tu peux pas tout dire à un athlète, parce qu'il aime bien tout savoir.
Mais tu dois lui faire comprendre qu'à un moment donné, il y a des informations qui sont essentielles et des informations qui sont changeantes, susceptibles de changer, et que celles-là, on veut se garder une certaine discrétion si on les utilise ou pas. Je suis entièrement d'accord sur la gestion de la vie de tous les jours, des choix que tu dois faire, comme l'a dit Romain. Si après le plan, c'est le plan que tu as pour lui quand tu le prends, par exemple, et tu lui expliques que tu dois lui expliquer. Là, par contre, moi, je suis très direct. Il faut dire la vérité. Alors, ce qu'il dit, c'est vrai. C'est pas que tu dis pas la vérité, c'est que tu donnes des informations quand tu prends tes décisions pendant la saison en fonction de ce qui se passe, qui sont pas que tu mens, que tu sais pas, c'est que tu as une idée, mais il peut encore se passer des choses, il peut y avoir des blessés, donc ça sert à rien de communiquer trop tôt et d'expliquer trop. Et tes choix, tu peux les expliquer ou pas. Et ça peut être les deux. Tu n'es pas obligé. Les joueurs doivent savoir que tu n'es pas obligé de t'expliquer, mais en fonction du joueur, tu vas t'expliquer ou pas, mais par une stratégie managériale. Mais le plan que tu as pour lui quand tu y viens dans ton équipe, tu dois être clair. C'est-à-dire, il doit savoir ce que tu attends de lui, il doit savoir pourquoi tu l'as choisi, donc ses qualités, et du coup, ce que tu attends de lui pour apporter à l'équipe. Et là, il faut être très clair et pas lui promettre non plus des choses que tu pourras pas... Nous, par exemple, c'est le powerplay. Le powerplay, c'est quand tu joues à 5 contre 4, tu as plus de chances de marquer. Tout le monde ne joue pas à 5 contre 4. Tu ne dois pas promettre à un joueur qui va jouer sur le powerplay pour qu'il signe, et après, dès le début, tu ne lui donnes pas sa chance sur le powerplay. Tu ne peux pas faire ça. Donc, il faut être très clair dans le plan au début, et après, effectivement, dans la manière de déployer le plan. Comme l'a dit Romain, et c'est exactement pareil pour nous, tu ne peux pas tout dire. Tu dois pas tout dire et tu dois garder l'émulation, et parce que tu dis pas tout non plus, parce que tu sais pas tout, ce qui peut encore se passer. Le sport, c'est en ébullition tout le temps. Tu as des blessures. Là, aujourd'hui, on a un malade. Donc, on a un match ce soir. Ce matin, à l'entraînement, il y a un malade. Tu dois changer tes lignes. Tu dois réfléchir à ce que tu fais. Donc, c'est jamais figé. Donc, si par exemple, on avait dit trop tôt à un joueur, demain, tu joues pas, et ce matin, il y a un malade, en fait, tu joues, tu as pété sa dynamique. Donc, la manière de communiquer, effectivement, je t'avais fait avec Romain. Mais au début, très clair, très direct, et pas de fausses promesses. Et juste pour la dimension globale, tu dois avoir une stratégie managériale qui est cohérente et continue. C'est-à-dire que si tu décides d'un certain niveau d'information que tu diffuses, c'est le même niveau à tout le monde. C'est pas lui, je lui en dis pas beaucoup, lui, je lui explique tout. Et rien de pire que quand dans ton équipe, tu as un athlète qui sait que les autres ne savent pas. Et qui vient voir les gars, et ce soir, ça se passe comme ça. Mais comment tu le sais? Sauf si c'est le capitaine et que c'est vraiment dans le système. Mais sinon, ça veut dire que là, tu te fous toi-même, tu te tires toi-même une balle dans le pied. Donc et du coup, il faut, le message pour vous, c'est une question peut-être, pour nous, c'est simple, mais pour vous, peut-être un peu moins. Mais quelle est ma stratégie managériale avec mes collaborateurs, avec mes N+1, avec mes N-1? Et que vous ayez vraiment une idée qui va vous guider tous les jours. Et puis, si ça ne marche pas bien, un an après, vous pouvez la modifier. À un moment donné, vous dites, je commence à être un bon manager. Et là, vous commencez à être bon. Mais pour ça, je crois que, je ne sais pas si je m'aventure peut-être, mais il y a des gens qui vont sans stratégie managériale. Un manager de sport qui fait ça, il meurt dans les trois premières années, c'est sûr. Et c'est pareil pour vous, quoi. Et nous, on bosse énormément sur quel niveau d'information, comment on communique, trop, pas assez. Et parce qu'il y a aussi un truc qui revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on a commencé à communiquer, il n'y a plus de retour en arrière. Si on parle à quelqu'un, on a eu l'habitude de tout lui expliquer, on ne lui explique plus rien, ça veut dire que vous ne l'aimez plus. Et dans ces cas-là, il y a un problème. Donc on commence toujours par un niveau d'information vital, puis un peu plus, puis un peu plus. Et puis on voit les athlètes, le niveau de l'équipe, maturité de l'équipe, est-ce qu'elle est capable de ne pas avoir 3 informations et à un moment donné, là, tu dois être en train de faire ça et tu réfléchis à autre chose parce que je t'en ai donné 2, quoi. Et en plus, et après, les équipes changent à chaque fois, les maturités montent, descendent. Tu avais une équipe de cadres stable, il y en a un qui s'arrête ou 2, et puis d'un coup, toute ton équipe est différente. Et chaque match, l'équipe est différente. C'est à peu près comme si vous, à chaque fois que vous allez voir un client, vous avez prévu d'y aller à 4, et à chaque fois un coéquipier différent qui vient travailler avec vous, il faut à chaque fois se réadapter dans sa manière de travailler. Toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Quand on parle, surtout dans les moments good cop, bad cop dont tu m'as parlé tout à l'heure, là, et si tu sens que le client, il en a marre que toi, tu sois le bad cop, il faut aussi jouer. Donc, il y a plein de toutes ces interactions précieuses de management. Aude, Margot, Caroline, est-ce que vous avez un point particulier à rajouter, un commentaire Juste dire qu'il y a quand même des personnes ici qui sont des managers ou qui sont en train de le devenir. Donc c'est vrai que c'est super parce que ça leur permet de leur donner
des tips, en tous les cas, et des bons conseils. Donc, c'est super. Même pour nous, à titre d'associés, ça nous permet de pouvoir avoir une belle vision du management. Moi, j'ai peut-être juste une question un peu curieuse. C'est finalement, bon, quand on est manager et qu'on est, qu'on est entraîneur, quels ont été peut-être le moment où vous avez eu un peu l'impression de ne pas avoir été suffisamment bon pour gagner une coupe, et comment, surtout vous l'avez ressenti? Est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'était justement, c'est souvent dans les échecs aussi qu'on rebondit et qu'on trouve sa force. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête à ce moment-là pour permettre à nos managers et à nous-mêmes, parfois quand on a l'impression qu'on n'a peut-être pas fait assez bien et on le prend pour soi, et voilà. J'y vais. À peu près à chaque fois qu'on a échoué, parce qu'au moment où on vient d'échouer, il y a une grosse partie de la complexité de toutes les questions qu'on s'est posées auparavant pour lesquelles on a les réponses. Et certaines, c'est bon, et certaines où finalement elles étaient plutôt évidentes, où tu as souvent la clé de tes propres. Enfin, tu arrives au match et tu as toute une stratégie et en fait tu aurais pu gagner le match si. Donc à chaque fois, tu t'en veux de ne pas d'avoir manqué d'anticipation, d'avoir manqué. Mais bon, après, c'est à chaque fois pareil. C'est comme vous, hein, une fois que c'est fini et que c'est toujours plus facile après. Donc souvent, très très souvent, ce sentiment-là de pouvoir faire mieux dans le management des hommes, etc. Ce qui compense ce sentiment-là, c'est vraiment, et je trouve que ça prend sens, c'est vraiment le travail avec le collectif, parce que le fait d'être plusieurs à réfléchir et d'avoir donné beaucoup, c'est qu'à un moment donné, parfois, on a tous nos forces et nos faiblesses, nous aussi, mais aussi nos moments d'énergie. Et quand un collectif est fort et qu'il y a un cadre très vertueux, rigide mais vertueux, qu'il y a une éthique de travail absolument exceptionnelle et qu'il y a beaucoup de liberté dans la parole chez les experts, chez les jeunes, etc. Beaucoup de respect, qu'on les a éduqués sur comment parler, quand parler, etc. Mais en fait, la solution, la résolution des problèmes peut venir à peu près de partout, à n'importe quel moment. J'ai un exemple assez rapide. J'ai discuté une fois avec Philippe Presti, qui est un garçon brillant, 2 fois stratège du défi America's Cup Oracle, les Américains qui ont gagné l'America's Cup. Ils ont battu les Neo Z en revenant de 8-0, 8 défaites à 0, ils ont battu 9-8. Et il y avait forcément des têtes pensantes très intelligentes, payer des fortunes pour penser le vent, pour penser les datas, pour penser plein de choses. Et puis ça faisait 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Et j'imagine que c'est là qu'ils réfléchissaient le plus fort. 6-0, à 6-0, ils ont fait une vidéo, ils n'arrivaient pas à trouver la solution. Ils ont fait une vidéo collective dans la salle. Il y a un mec qui s'est levé, qui était au winch, qui venait de l'Olympique et qui était 2 fois plus fort que tout le monde en termes d'explosivité et qui a dit c'est moi le problème. En fait. Je vais plus vite que les autres. Et en fait, dans des millions de data, à un moment donné, on est revenu à l'humain et ils auraient pu tous regarder. Tu as 14 mecs sur un bateau dans un virage, tu regardes plein de choses. Et lui, comme il s'est regardé lui et qu'il a vu le mec à côté aller un peu moins vite, il dit en fait je vais trop vite et je désynchronise chaque virage. Et donc si je change ça, on va commencer à se rapprocher. Et puis il a dit si on me place à cette position-là, je suis plus fort. Et donc on peut avancer le mât de 30 cm et donc aller plus vite sur les lignes droites. Et de la solution est devenue d'un membre de l'équipe. Et ils ont fait 9-1, 9-2, 9-3, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6 en restant à 3 secondes derrière jusqu'à les 2 derniers virages et en les passant pour gagner de 5 secondes pour pas créer le système d'alerte en face et qu'ils se mettent en résolution de problème trop tôt. Et après, à la 5e régate ou 6e régate, ils ont gagné de 50 secondes pour le mettre le coup de massue en disant de toute façon, vous ne rattraperez jamais. En 3 régates, vous pouvez travailler nuit et jour, vous n'aurez plus notre vitesse. Et ils gagnent 9-8. Et ils partent du plus gros fiasco de l'histoire à perdre 9-0 à la plus grande remontada de l'histoire. Et c'est venu de l'intérieur de l'équipe. Donc de l'importance à un moment donné d'accepter de transférer les possibles solutions de la clé de la victoire à quelqu'un de l'équipe parce qu'on ne peut pas toujours penser à tout et parce qu'on n'est pas bon sur tous les domaines et qu'une victoire en water-polo, une victoire en hockey, c'est à peu près 1 million de paramètres. Et ça vient à n'importe quel moment et c'est souvent 3-4 secondes dans un match, la décision d'un homme. Et pour tout ça, il faut avoir accumulé. Et donc, il peut être le meilleur manager du monde ou moi. On ne sera jamais sur la glace ou dans l'eau à un moment donné pour résoudre la clé du dernier match, du dernier but dans les 3 dernières secondes, quand il n'y a plus d'oxygène au cerveau, du lactique partout, des gens qui crient, qui attendent le but. Toutes vos problématiques d'être humain en vous disant est-ce que je vais réussir, je sais le faire, mais est-ce que dans cet état de pression-là, je vais être capable de le faire? Ouais, je rajouterais juste qu'en fait, c'est dans la continuité de ce qui est dit, mais ne pas s'isoler.
Parce qu'en fait, admettons, on a un échec. Le problème du manager, c'est que quand il échoue et qu'il sait qu'il a une responsabilité là-dedans, le premier point, c'est déjà de se dire qu'on a une responsabilité et que c'est pas la faute des autres. Mais ça, déjà, c'est pas la faute que des joueurs, ça peut être de ta faute. Ça, c'est le premier point. Mais une fois que tu as identifié que c'est de ta faute, c'est de pas t'isoler. C'est-à-dire que parfois, comme l'a dit Romain, non seulement elle peut venir de quelqu'un d'une équipe, comme dans le cas de la régate, mais c'est important d'avoir un staff aussi et des gens autour de soi avec qui on peut partager. Et c'est dans le partage et dans l'échange qu'on peut aussi mieux analyser les échecs et avoir un entourage qui te dit la vérité aussi, qui n'hésite pas à te dire si toi, là, t'as pas pris la bonne décision, là, pourquoi voilà. Ah ouais, mais donc c'est l'isolement en fait dans le sport, c'est pour ça que les staffs sont maintenant plus importants parce qu'en fait c'est une équipe aussi, c'est une équipe, un staff de management maintenant c'est une équipe pour manager. J'ai une bonne nouvelle pour vous, puisqu'on a pris beaucoup de retard, vous ne ferez pas l'entraînement sur la glace, mais vous ferez le match contre l'équipe de Chamonix ce soir. Bonne chance. Bon, en tout cas, Bonne chance, première ligne, deuxième ligne, il y avait un malade, il y a une place. C'était chaud. on se mettra à deux dans En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Je crois que c'est très important de mesurer parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de chance de vous avoir et merci encore une fois d'être intervenu. Il y a quelques points clés qu'il faut retenir. C'est la notion de compétence et pas d'homme, de parler à la compétence. Je trouve que c'était des mots qui sont très importants. La notion d'aimer, finalement, aimer ce qu'on fait et aimer son équipe, aimer être dans une équipe. La notion de cadre aussi est aussi quelque chose de très important, dans un cadre qui permet d'une manière ou d'une autre quand même d'exprimer une individualité, d'exprimer sa créativité, mais de respecter ce cadre-là. Et enfin, le dernier point, c'est aussi de pouvoir savoir se motiver et s'automotiver et de partager cette motivation-là. Je trouve qu'on a dit beaucoup de bonnes choses aujourd'hui. Merci de ce rappel-là. Effectivement, on avait dit qu'on allait déborder puisque quand on a refait la préparation mercredi, dans le premier timing, on s'est dit c'est pas possible de tenir dans ce temps-là, on n'y arrivera pas. Donc c'est fait, on l'a pas tenu. Pour autant, on va essayer de rattraper. Merci à tous les deux. Merci pour ceux qui poursuivent sur la partie sportive. Maintenant, c'est le moment d'aller se préparer.